Euh, et je vous dis officiellement bonsoir et j'ai le plaisir de d'ouvrir cette séance du séminaire de recherche en sciences humaines et sociales du Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Comme vous avez entendu le signal, notre rencontre est enregistrée. Je rappelle que notre sujet général de cette année est la sécurité, un concept à la croisée des époques et des disciplines. Le programme pour ce semestre qui se termine peu à peu est disponible sur notre site. Et dans ce cadre-là, nous accueillons aujourd'hui Andrzej Szeptycki qui va parler des guerres de la Russie. Une courte présentation. Andrzej Szeptycki est politologue, diplômé de l'Université de Varsovie et de l'Université Paris 4, ancien pensionnaire étranger à l'École normale supérieure Paris et actuellement professeur à la Faculté de sciences politiques et des études internationales de l'Université de Varsovie, mais aussi chercheur associé de notre centre. Les recherches d'Andrzej se concentrent sur la politique étrangère de la Pologne, l'Ukraine et la Russie, les relations internationales en Europe centrale et orientale, mais aussi sur la politique de voisinage de l'Union européenne. Après la présentation, j'invite tous à participer au débat. Les participants sur Zoom peuvent bien évidemment prendre la parole, mais aussi inscrire leurs questions sur le chat. Merci Angie d'avoir accepté notre invitation et sans tarder, je te passe la parole. Merci bien. D'abord, je voudrais remercier le centre pour m'avoir invité. Il y a quelques années, j'ai travaillé ici pendant 1 an et j'en garde un très bon souvenir. Maintenant, on coopère et bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de ces recherches. Donc, en 2021, à la faculté de sciences politiques et des études internationales, au département des études stratégiques, on a lancé un projet de recherche, les guerres de la Russie, les opérations militaires contemporaines de la Fédération russe après la guerre froide. Le projet est financé par le Centre national de sciences, Narodowe Centrum Nauki. Donc, on l'a commencé en octobre 2021. On a, sans se presser, et là, en février 2022, tout a changé à cause de la nouvelle phase de la guerre en Ukraine. Et donc, je vais parler pas seulement de l'Ukraine, mais bien sûr, ce sera un élément important de ma présentation. Sur l'Internet ukrainien, j'ai vu il y a quelques semaines une sorte de blague, de caricature. Quelle est la différence entre les parents ukrainiens et russes? Les parents ukrainiens, quand l'année scolaire commence, ils habillent leurs enfants dans les chemises traditionnelles avec des broderies en couleur que vous connaissez peut-être tous, ce qu'on appelle en Ukraine les vyshyvanka. Et que font les parents russes? Mais ils habillent leurs enfants en uniforme. Et je pense que c'est important parce que c'est un exemple très concret de cet esprit guerrier, si c'est un bon mot en français, de l'État, mais aussi de la société, de la population russe. Dans ce contexte, je pense, mais c'est plutôt une question auquel les autres pourraient répondre peut-être, une question très intéressante maintenant sur l'attitude de la population de la Biélorussie.
qui est fortement opposée à la guerre. On pourrait se dire, bon, l'Ukraine est plus européenne, plus occidentale, je ne sais plus quoi. Mais la Biélorussie, qui est très fortement attachée politiquement, militairement, économiquement à la Russie, qui est presque 30 ans sur Loukachenko, qui essaye de lui expliquer qu'en fait, elle fait partie presque de la Russie. Bon, ça va jusqu'au moment où la guerre commence et les Biélorusses disent non, 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 merci, non, la guerre. Et ça, Loukachenko en a bien conscience. Donc, encore une fois, ce n'est pas la question d'être post-soviétique ou post-soviétique, c'est quelque chose d'autre. C'est la Russie qui veut faire la guerre. Pas Kazakhstan, pas Arménie, c'est la Russie, d'accord? C'est très étroitement lié, il semble, à son identité, au concept, au rôle du territoire qu'on doit défendre, qu'on doit protéger, qui nous protège, qui est l'élément de notre identité qu'on doit élargir. C'est lié au concept, à la conscience que la Russie et ses partenaires sont une civilisation à part. Le monde russe, le Rousski Mir. Bien sûr, il y a les traditions tsaristes, les traditions soviétiques. C'est la tradition de la politique de grande puissance et c'est la tradition ou les traditions des interventions militaires. Pour mentionner juste bon, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Afghanistan dans la seconde moitié du XXe siècle. Et après 1991, donc après la chute de l'URSS, il y a un autre élément qui joue probablement un rôle, c'est le fait que la Russie, après la chute de l'URSS, n'avait pas d'autres atouts majeurs sur la scène internationale que le potentiel militaire. Ça a changé après l'année 2000, parce qu'il y a l'énergie qui est devenue l'arme clé, l'atout clé de Poutine, d'accord? Mais surtout dans les années 90, si on respectait la Russie ou si la Russie voulait se faire respecter ou espérait se faire respecter, c'est notamment à cause de son potentiel militaire, son potentiel nucléaire et tout ça. Et finalement, il y a la dimension purement intérieure, de politique intérieure. C'est le rôle du complexe militaire et industriel dans l'URSS, le rôle de ce qu'on appelle les Chioviki, donc les forces armées, les militaires, et tout ce qui est autour, et aussi le rôle de KGB qui a porté au pouvoir et qui est arrivé au pouvoir en Russie avec l'arrivée au pouvoir de Poutine. Donc, tous ces facteurs, il faut les prendre en compte pour comprendre, pour bien voir pourquoi la Russie fait la guerre. Depuis la chute de l'URSS, la Russie a mené 6 opérations militaires majeures en Tchétchénie, 1994-1996, seconde guerre en Tchétchénie, 1999-2009, en Géorgie, 2008, en Ukraine orientale, le Donbass, essentiellement depuis 2014, en Syrie depuis 2015 et en Ukraine depuis 2022. Elle a également mené plusieurs opérations de moindre dimension ou plusieurs opérations où son rôle, sa contribution sont moins clairs. Ça concerne en particulier le début des années 90. Dans le cadre de notre projet, on voulait étudier également la guerre ou les guerres de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud,
1991, 92, 94, le rôle de la Russie dans le conflit de Nagorno-Karabakh, la Transnistrie. Mais en fait, il s'est avéré que bien sûr la pression politique était là, les livraisons des armes, elles étaient là, mais en fait, les combats où les Russes ont pris part, ça a pris quelques jours, une journée, 2 semaines, donc il n'y a pas grand-chose de quoi on pourrait parler. Il y avait aussi d'autres cas. Officiellement, la guerre en Tchétchénie, la seconde guerre en Tchétchénie s'est terminée en 2009, mais en fait, le conflit, il était là, mais ce n'était plus le conflit entre la Russie et la Tchétchénie en tant qu'État, sorte d'État séparatiste, mais c'était le conflit entre les forces russes et essentiellement les islamistes du Caucase du Nord. Il y a également le cas de la Crimée. Le cas de la Crimée qui n'était pas une opération militaire au sens du conflit, parce qu'il y avait personne qui s'est opposé. Donc, on a envoyé les forces qui, presque d'une façon pacifique, ont pris le contrôle de la péninsule. Donc, c'était une opération militaire, mais ce n'était pas une combat military operation, donc une opération de combat. À vrai dire, je ne sais pas comment exactement. C'était pas l'affrontement. C'était pas l'affrontement, oui, bien sûr. Ce n'était pas l'affrontement. Et finalement, quand on parle des activités de moindre taille, il faut mentionner le groupe Wagner est similaire. Donc, les engagements de Russes, des unités russes, mais pas formellement de l'État russe, surtout en Afrique, Mali, République centrafricaine, Libye, Madagascar, Soudan, mais également la Syrie et l'Ukraine. Probablement, on pourrait faire, on devrait faire un projet complètement différent sur le rôle de ces compagnies militaires privées, le groupe Wagner et ses opérations militaires. Donc, 6 opérations sur lesquelles je voudrais me concentrer. D'abord, je vais vous rappeler brièvement de quoi il s'agissait, et puis je vais essayer de discuter quelques aspects politiques et légaux de ces interventions. Donc, les guerres de Tchétchénie, la première et puis la seconde. Essentiellement, il s'agit de regagner le contrôle de son propre territoire. Il s'agit de l'intégralité territoriale de la Russie, car la Russie est composée de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs unités administratives, et il y en a dans les années 90 quelques-unes, en particulier la Tchétchénie, qui ne sont pas très contents de ce statut de faire part de la Russie. Et il y a la Tchétchénie qui proclame son indépendance, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, mais en fait, la Russie perd contrôle de ce petit territoire de Caucase du Nord, et elle lance une opération fin 1994 pour en reprendre contrôle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La guerre dure 2 ans. La Russie n'est pas en mesure de reprendre contrôle de la Tchétchénie. Et en plus, les Tchétchènes lancent des opérations terroristes de taille dans la région pour forcer les Russes à des pourparlers de paix.
Et en fait, c'est ce qui se passe en 1996. La Tchétchénie, de fait, garde son statut très particulier de sorte de quasi-État, quasiment indépendant, car la Russie n'est pas en mesure d'en regagner contrôle. La Russie essaye de nouveau, avec Poutine comme Premier ministre et puis comme président en 1999. Et là, après 10 ans, après avoir rasé la capitale de Tchétchénie, en particulier Grozny, elle est victorieuse, mais c'est une victoire, entre guillemets, assez particulière, car elle reprend contrôle de la Tchétchénie formellement, mais en fait, elle en fait une zone très particulière, un peu comme au Pakistan. Ils ont des territoires qui sont contrôlés par des tribus locales et le gouvernement central, ni ses lois n'y sont pas appliquées. Donc la Tchétchénie se trouve sous le contrôle d'Ahmed et puis du Ramzan Kadyrov, qui proclament leur royauté, qu'ils sont loyaux, qu'ils sont loyaux envers le Kremlin, mais en fait, en Tchétchénie, ils font ce qu'ils veulent. Et bon, les lois russes et le système de justice ou d'injustice russe, la police, etc., ils y ont peu accès. Et le premier point sort de tournant, c'est le 2008. C'est l'intervention en Géorgie, car en fait, pour la première fois depuis le début des années 90, la Russie ouvertement décide de recourir à la force, pas au sein de ses frontières, mais hors de ses frontières, envers un autre État post-soviétique. La Géorgie, pendant cette période, essaye de reprendre contrôle des régions séparatistes soutenues par Moscou, ce qui provoque le conflit avec la Russie. Les forces russes entrent en Géorgie, pas seulement dans l'Abkhazie et dans l'Ossétie du Sud, mais ils entrent presque dans le Tbilissi. Là, après la médiation en particulier de Nicolas Sarkozy, après quelques jours, la guerre s'arrête. Et c'est un exemple, je dirais, un exemple type, un exemple classique d'une petite guerre victorieuse, un peu comme au 19e siècle, quand les États-Unis ou la Grande-Bretagne décidaient d'intervenir quelque part dans l'Amérique latine. On envoie des navires de guerre, on tire, ils disent désolé, on va faire ce que vous voulez. Et avec cette guerre, de fait, l'expansion de l'OTAN a été arrêtée parce que personne ne va, à ce moment-là, ne va faire entrer en OTAN un pays qui était en guerre, qui a un conflit territorial avec la Russie. La Russie, d'ailleurs, à ce moment-là, reconnaît les deux républiques séparatistes comme États indépendants, ce qui n'a pas été fait avant 2008. En 2014, c'est une autre intervention contre un État voisin. Cette fois, c'est l'Ukraine, après l'Euromaïdan, ou comme disent les Ukrainiens, après la révolution de dignité, quand les forces pro-occidentales, pro-européennes viennent au pouvoir en Ukraine, la Russie incite le séparatisme dans la partie orientale du pays. Elle essaye de créer une sorte de l'Ukraine du Sud-Est, la nouvelle Russie, la Novorossia, comme ils disent. Ça ne marche pas, mais le séparatisme gagne dans la partie extrême est du pays, dans le Donbass, où, encore une fois, deux entités séparatistes, les républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, sont créées.
Et pendant 8 ans, ça rappelle plus ou moins les conflits gelés comme en Géorgie ou comme en Transnistrie, avec la différence que les deux républiques, elles comptent quelques millions, d'habitants. Depuis 2015, la Russie est engagée en Syrie, mais là, c'est une situation très différente des cas précédents parce que son intervention a pour but de soutenir le régime en place, le régime d'Assad qui fait face à la guerre civile. Et donc, au niveau légal, je vais y revenir, il n'y a pas disons, de problème. Et finalement, en 2022, la Russie lance une guerre, encore la seconde guerre contre l'Ukraine. Cette fois, ce n'est pas le soutien pour les séparatistes, ce n'est pas une guerre hybride, c'est simplement une agression, une guerre de plein à grande échelle qui a pour but de faire de l'Ukraine un État satellite, un peu comme la Biélorussie, probablement de la Russie. L'intervention qui, comme on le sait, ne marche complètement pas. Ses buts principaux pendant presque 12 mois n'ont pas été réalisés. Donc, ce sont les cas que je voudrais discuter. Au niveau légal, politique, stratégique, etc. Mais d'abord, quelques mots sur le contexte légal. Quand on parle de la guerre, on peut analyser est-ce que le droit à l'emploi de la force, est-ce que la force a été utilisée d'une façon légale? Là, la situation est assez diversifiée. Dans le cas de Syrie, je dirais oui. Dans le cas de l'Ukraine et de la Géorgie, je dirais certainement pas. Dans le cas de la Tchétchénie, comme c'est un conflit intérieur, il n'y a pas formellement la question de droit à l'emploi de la force, parce que c'est un problème intérieur. On peut analyser comment la force a été utilisée, mais pas l'article 2 de la Charte des Nations Unies ne s'applique pas dans ce cas-là. Deuxième point, quand on parle des questions légales, c'est en latin, on dit le ius in bello, donc le droit humanitaire. Et là, je dirais que dans la plupart des cas, le droit humanitaire, en particulier les droits des civils, n'ont pas été respectés. Les villes ont été rasées, Grozny, Alep, Mariupol, les civils ont été tués, torturés, Butcha, Irpin, tous les petits, tous les faubourgs de Kiev. Peut-être dans le cas de Géorgie, ça a été un peu, c'était une guerre très courte. Les victimes n'ont pas été très nombreuses. Donc ça c'est le cadre, légal. Quand on parle des questions stratégiques, c'est la fameuse phrase de Clausewitz qui me revient. La guerre est une simple continuation de la politique par d'autres moyens. Et c'est un peu le cas de la Russie parce que on voit bien que ces instruments militaires s'inscrivent dans un cadre plus large, d'accord? La Russie essayait toujours de commencer par d'autres moyens ou d'utiliser parallèlement d'autres moyens. Dans le cas de l'Ukraine, jusqu'à 2013-14, elle était en mesure de maintenir l'Ukraine dans un état de dépendance,
surtout avec Yanukovych. Donc, il n'y avait pas besoin d'utiliser la force. Puis, elle a lancé cette sorte de guerre hybride. Et puis, finalement, l'année dernière, elle est passée à la guerre à la grande échelle. Dans le cas de Donbass, également, on voit un peu cette escalation. On incite le séparatisme, il y a les séparatistes, et finalement, il faut aider les séparatistes. La guerre, l'utilisation de la force s'accompagne d'autres instruments. C'est la guerre économique, c'est surtout la guerre d'information, la désinformation, le fake news. On n'est pas là. Les Russes ne sont pas là. Eux, ce sont les terroristes, les bandits. On ne fait que combattre les terroristes, les bandits, les islamistes, les fondamentalistes, les antisémites, les nazis et quoi d'autre. Et un des éléments de cette stratégie de désinformation, c'est ce qu'on appelle en anglais le loafer. Je ne pense pas qu'il y ait un terme français pour ça. Le loafer, pas encore, mais il faut l'inventer. Le lawfare, donc l'utilisation des arguments juridiques de mauvaise foi pour attaquer son rival, pour l'affaiblir. C'était bien visible, en particulier en 2014, avec la Crimée. Mais Crimée, c'est juste comme Kosovo. De quoi est-ce que vous vous plaignez? Vous aviez aidé à attaquer la Yougoslavie pour soutenir l'indépendance du Kosovo. Ben, nous, on a fait la même chose. Mais non, pas la même chose. Au Kosovo, il y avait un conflit réel. Il y avait le problème du génocide potentiel des Kosovars ou des Albanais, si vous préférez. Oui, la Yougoslavie a perdu le Kosovo ou la Serbie, mais puis on a attendu 9 ans et c'était seulement en 2008 que Kosovo a déclaré son indépendance. Et pardon, encore un argument, il y avait le peuple kosovar, albanais qui était là. En Crimée, il n'y avait pas un conflit avant que les Russes arrivent. Il n'y avait pas de problème humanitaire, je veux dire, génocide ou autre. Il n'y a pas un peuple criméen qui pourrait bénéficier de droit à l'autodétermination. Mais bon, pour Moscou, c'est pas important. Ils disent oui, on a reconnu l'Ukraine dans ses frontières. Mais ce n'est pas nous qui avons fait la Crimée, c'est le peuple de la Crimée qui a déclaré son indépendance. Mais écoutez, vous ne voulez pas qu'on force les gens à vivre en Ukraine. S'ils ne veulent pas vivre en Ukraine, nous, la Russie, on n'a pas l'obligation de forcer d'autres gens à faire part de l'Ukraine. Mais désolé, ce n'est pas notre devoir. Donc ça, c'est la logique de cette désinformation, la logique en particulier de ce loafer. Bon, donc loafer, ça sonne très, comment dire, très professionnel. Mais non, les Russes ne sont pas très professionnels. Enfin, parfois, ça leur arrive. Mais ce n'est pas qu'ils sont très bien préparés, qu'ils ont des spécialistes partout, ben non. On a lancé ce projet, comme je vous ai dit, fin 2021. Donc, l'année dernière, on a essayé de faire l'analyse ou de commencer l'analyse des 2 guerres en Tchétchénie. Et moi, j'avais une sorte de déjà-vu, parce que sur mon bureau ou sur l'ordinateur, j'avais les livres sur la guerre en Tchétchénie. Et sur l'ordinateur et aussi à la télé, je voyais la guerre en Ukraine. C'était la même chose.
ils ne pouvaient pas s'arranger. Je veux dire, ils ne pouvaient pas avancer. Ils perdaient du matériel. Ils s'enfuyaient de la zone du conflit. Il y avait un paysan ukrainien qui leur a volé un tracteur. Donc, c'était le même chaos dans les années 90. D'accord, c'était Yeltsin, le pays était pauvre, l'armée manquait des moyens financiers. Mais presque 30 ans après que Poutine, pendant 15 années, chaque année, le budget de défense en Russie l'augmentait, mais c'était le même désastre. Ils n'étaient pas en mesure, mais en Tchétchénie est petite, Ukraine est grande, mais en Tchétchénie, au moins, ils sont arrivés à Grozny en décembre 1994. Après, ils se sont fait tirer dessus, mais au moins, ils sont entrés dans la capitale. Là, ils n'étaient même pas capables d'entrer dans la capitale parce qu'il y avait un convoi de 60 km des chars et de voitures blindées qui entrait dans le pays, qui s'est arrêté. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais il est resté là. Donc, et là, on voit la même chose maintenant. Oui, la Russie est un grand pays. Il y avait Mao qui disait que si la Chine perd 1 million, 5 millions, ce n'est pas un problème. Mais il semble que dans le cas de la Russie, c'est la même chose. On peut mobiliser. La démographie. Non, je parle de la mentalité, pas des chiffres. Mais la mentalité, c'est que bon, on va envoyer d'autres gens. Là, vous avez des soldats russes qui marchent sur leurs collègues à Bakhmut, à Soledar, etc. Je veux dire, ils marchent sur les corps des gens tués. Donc, ça, c'est sur la dimension légale et stratégique un peu. Maintenant, les questions politiques. D'abord, la politique intérieure russe et puis la politique extérieure et les relations internationales où tout ça va. Historiquement, il semble que la moitié au moins de ces guerres devait servir pour augmenter la popularité de pouvoir à Moscou. La première guerre en Tchétchénie, il y a Yeltsin qui se prépare pour se faire réélire. La seconde guerre en Tchétchénie, Poutine qui va devenir président. La Crimée, bien sûr, qui augmente la popularité de Poutine d'une façon jamais vue. Et là, il y a le cas de la Tchétchénie en 1999 qui est particulièrement intéressante, car la Russie avait besoin d'un prétexte pour recommencer la guerre en Tchétchénie. Il y avait les accords de 96 dont on a parlé. Mais oui, ce prétexte-là, en été 99, il est là, parce que plusieurs immeubles à Moscou, mais aussi dans d'autres villes russes, sont attaqués à bombes par des terroristes. Plus de 300 personnes sont mortes. C'est le seul cas d'attaque contre des immeubles civils en Russie, mais il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs dans le monde. Je veux dire, les gares, oui, l'administration, oui, mais peut-être je me trompe, mais rappelez-moi un cas de cette taille. Des attaques à la bombe contre des immeubles habités par des gens tout à fait ordinaires. Et les Russes disent, ben oui, c'est les terroristes de Tchétchénie. Pendant quelques semaines, l'attitude de la population russe envers les Tchétchènes change complètement, et bon, on peut faire la guerre. Mais il y a une ville, Ryazan, où, heureusement, la bombe n'a pas explosé. C'était août ou début septembre, il y avait
gars tout à fait ordinaire de Riazagne qui profitait du soleil assis sur son balcon, et il a vu des gens qu'il ne connaissait pas qui entraient et sortaient de son immeuble. Donc, il a appelé la police en disant, vous savez, il y a des gens bizarres qui sont là. Mais la police est venue. Et très bien, monsieur, vous avez attrapé des terroristes. Bon, d'accord, bah, écoutez, merci. Après 3 jours, non, ce n'était pas des terroristes, en fait, c'était des exercices pour voir si les gens en Russie, s'ils sont, comment dire, vigilants. S'ils sont vigilants. Et il y avait des coups de fil bizarres entre le FSB à Riazan et le FSB à Moscou. Donc, il semble très probable que l'attaque qui n'a pas marché à Riazan, comme à Moscou, comme à Bouyansk, etc., qu'ils ont été organisés par FSB ou d'autres services secrets russes pour donner un prétexte à la Russie pour attaquer la Tchétchénie et pour porter Poutine au pouvoir. Poutine qui a fait de cette guerre son cheval de bataille en disant, excusez-moi, je cite, qu'il va pourchasser les terroristes, même dans les chiottes. Deuxième aspect, beaucoup plus récent, il semble que cet esprit de plus en plus guerrier, cette atmosphère en Russie, qu'elle est fortement corrélée avec les changements de régime politique en Russie. La Russie, depuis plusieurs années déjà, n'était plus un pays démocratique, elle était un pays autoritaire, il y en a plusieurs dans le monde, mais à présent, selon certains chercheurs, selon certains experts, la Russie devient de plus en plus un État totalitaire. Quelle est la différence? Mais État, enfin, il y a plusieurs définitions, mais il y en a une que je voudrais brièvement présenter dans ce contexte. Dans l'État autoritaire, on vous dit ce qu'il est interdit, ce que vous ne devez pas faire. Et si vous respectez ces normes, vous vivez paisiblement, plus ou moins. Dans un État totalitaire, on vous dit ce que vous devez faire. Vous devez vous mobiliser. Vous devez soutenir activement l'État, son armée, son grand projet. Et il y a toute la propagande dont vous êtes l'objet, d'accord? Et on voit ça très bien à présent en Russie. Les Russes, maintenant, depuis septembre, ils sont dans beaucoup de cas contre la guerre, mais pas parce qu'ils pensent que c'est une guerre injuste, mais parce qu'ils ne veulent pas se faire mobiliser, eux personnellement. Mais en général, ils croient que c'est le problème de l'Ukraine, de l'extrême droite, des États-Unis qui a soutenu le putsch en Ukraine contre Yanukovych, etc. Si je ne me trompe pas, c'était Sakharov, le prix Nobel de la paix, et aussi un chercheur russe très reconnu, soviétique, pardon. Dans ses mémoires, lui ou sa femme, ils disent, à la fin des années 80, on a pris un taxi, il y avait un jeune chauffeur qui nous emmenait, on a commencé de parler, et il nous dit, oui, ça m'est arrivé, vous savez, c'était cette année-là que les Tchèques nous ont attaqués. Quoi, pardon? Mais oui, vous ne vous rappelez pas? Les Tchèques nous ont attaqués en 1970. Ils nous ont attaqués où? Mais comment où? À Prague. Vous savez, en 1968, les Tchèques ont attaqué l'Union soviétique à Prague, d'accord? Donc, en 2014, les Ukrainiens ont attaqué la Russie à Kiev. C'est très simple, il faut se défendre. La Russie ne fait que se défendre, toujours et partout. Et dimension internationale. Essentiellement, la plupart de ces guerres sont étroitement liées à l'idée Make Russia Great Again.
rendre sa grandeur à la Russie. D'accord. L'Union soviétique était une superpuissance, l'un des deux pays les plus importants pendant la guerre froide. Après, on a donné à la Russie le siège permanent au Conseil de sécurité. Elle a gardé les armes nucléaires et tout ça. Mais en même temps, son rôle politique, économique, international a fortement diminué. Et c'est le complexe très fort que la Russie a là. Et c'est pourquoi, surtout sous Poutine, elle voulait d'abord réintégrer l'espace post-soviétique, ou au moins une partie de cet espace. C'est le concept, encore une fois, de Ruski Mir, du monde russe. Elle voulait également, et ça, Poutine l'a dit ouvertement fin 2021, elle voulait que l'OTAN revienne dans ses frontières d'avant 1997. Donc, elle voulait que l'Europe centrale, qu'elle redevienne ce qu'elle était avant l'élargissement de l'Alliance, sorte de buffer zone entre la Russie et l'Ouest. Est-ce que ça a marché, cette stratégie? Pas vraiment. En fait, je dirais que jusqu'au 2014, probablement, cette stratégie-là marchait assez bien. Je pense surtout à la guerre de Géorgie. On ne doit pas fâcher la Russie. C'est une grande puissance, le trauma. D'ailleurs, c'est un très bon partenaire pour faire des affaires. Après la Géorgie, ça a pris 2 ou 3 mois, et puis c'était business as usual. Donc, jusqu'à un moment, pas crier au loup, mais plutôt taper un peu sur la table, comme Khrouchtchev aux Nations Unies, ça marche. Ça marchait. Et en 2014, déjà, on a introduit les sanctions limitées, mais on a continué de les prolonger pendant 8 années. Donc, le retour au business as usual n'était plus possible. Bien qu'il y ait des États, des entreprises occidentales qui voulaient bien revenir au business as usual. Et finalement, en 2022, on s'est dit, assez, c'est assez. La Russie n'est pas perçue comme une grande puissance civilisée, mais plutôt comme une sorte de l'État voyou, de l'État sponsor du terrorisme. Il est clair également que la Russie ne fait pas, au moins à présent, elle ne fait pas partie de l'Europe. C'est l'une des grandes questions. Il y a des livres entiers sur ce sujet, même plus, je pense, en France qu'en Pologne, la Russie et l'Europe. La Russie est une puissance militaire du 19e siècle. L'Union européenne est une puissance civile du 21e siècle, mais la Russie également ne fait plus part, depuis l'année dernière, du Conseil de l'Europe, comme la Biélorussie. Donc, ce n'est pas la question lieu, non-lieu. L'Ukraine, comme beaucoup d'autres pays, font partie du Conseil de l'Europe, mais pas la Biélorussie et la Russie. Bien sûr, il faut un petit bémol ici. Tout ce que je dis sur cette attitude très critique envers la Russie, ça s'applique tout d'abord aux pays occidentaux. Plus vous allez symboliquement à l'est ou au sud, plus ça devient parfois ambigu. En particulier les partenaires de la Russie de BRICS, le Brésil, Inde, Chine, etc. Mais ils ne sont pas
probablement très contents dans la plupart des cas de ce conflit ou des problèmes que ce conflit crée. Mais quand même, dans les pays du Sud, ce conflit semble beaucoup plus perçu comme une sorte d'affaire entre européennes, d'abord. Et ensuite, il faut aussi se rappeler que les États-Unis, eux aussi, ne sont pas très bien perçus dans plusieurs pays du Sud. Donc, cette propagande comme quoi c'est les États-Unis qui sont responsables de la guerre en Ukraine, cette propagande peut parfois être attractive. D'ailleurs, si vous me permettez, parce que j'ai presque fini, en 2015, j'ai eu l'occasion 2 ou 3 fois de parler à nos collègues chinois à diverses occasions. Et je veux dire, l'image de l'Europe qu'ils m'ont présentée est plus que stupéfiante. 2015, je veux vous rappeler d'abord, c'est la guerre en Ukraine, l'année 2, et ensuite, c'est important dans ce contexte, ce sont les attaques à Paris, le Bataclan. Donc, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est un continent très bizarre, parce que d'abord, c'est un continent où il y a un pays qui peut prendre une partie d'un autre pays. Et puis, c'est également un continent où les gens se font tuer dans les rues par des terroristes. Donc, ça, c'est un peu l'image ça, c'est un peu l'image que j'ai reçue après quelques conversations on a eu un colloque ici avec des collègues chinois. Il y a un professeur qui me dit, vous savez, ma famille, elle était très effrayée quand je leur ai dit que je vais en Varsovie. Ils m'ont dit, restez à l'hôtel. Pourquoi? Mais parce qu'en Europe, les gens se font tirer quand ils vont dehors dans le club, tout ça. Bon, fin de l'anecdote. Dernière question sur la dimension internationale et dernier point de mon exposé, c'est la question non plus de la Russie, mais ces guerres-là, en particulier la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça nous fait? Comment ça, quelle influence est-ce que ça a, en particulier sur l'ordre mondial? Il y a des chercheurs qui croient qu'en fait, l'année 2022 est la fin, de l'après-guerre froide. Bien sûr, probablement, il y en avait qui disaient la même chose en 2001 et à quelques autres occasions. Mais que cette période de l'après-guerre froide, marquée aussi par l'interventionnisme libéral des États-Unis, Irak 2003, qu'elle est finie, qu'on entre dans une période qui sera de nouvelle guerre froide entre les démocraties et les pays autoritaires. L'Ukraine est un pays démocratique et très probablement ça a une influence majeure, en particulier sur la politique des États-Unis. Si l'Ukraine était un pays, réellement nationaliste et anti-russe, surtout Biden ne l'aurait pas soutenu de la même façon. Trump, peut-être, mais pas Biden. D'ailleurs, si vous avez écouté l'entretien avec Mark Brzezinski il y a 2 ou 3 jours sur TF1, il a mis l'accent sur la démocratie très fortement, en disant on n'envoie pas nos troupes ci et là pour protéger un leader particulier. On envoie nos troupes pour protéger la démocratie. D'accord? Et dans ce contexte-là, bien sûr, derrière, il y a la question de la Chine.
au début, la Chine semblait soutenir la Russie, et puis c'est bon, semble une tactique chinoise, plus les succès de la Russie semblaient lointains, incertains, moins la Chine était enthousiaste sur le dossier de l'intervention russe en Ukraine. Mais il y avait un autre pays, on l'a vu ici à l'université de Varsovie, qui suivait de très près la guerre en Ukraine. C'était le Taïwan. On a organisé plus d'un colloque en ligne entre Varsovie et Taipei sur la guerre en Ukraine. Parce que, surtout au début, quand il semblait que ça pourrait aller très vite, il y avait cette question who is next, qui sera le suivant. Heureusement, ces craintes n'étaient pas fondées parce que cette guerre-là, clairement, elle n'a pas marché comme on le voulait. Mais quand même, la question, je pense, du nouvel ordre international reste pertinente. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très inspirante et j'ouvre le débat. On attend les questions, les remarques. Je peux commencer. Donc, Anaïs Marin, anciennement associée au Centre de civilisation française. Angèle, d'abord, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très intéressant et stimulant. Je voudrais revenir sur, en partant de ta conclusion, des derniers éléments que tu as partagés sur en effet, sur comment la dernière guerre en particulier, comment ce 2022 ouvre une nouvelle ère, inaugure un nouvel ordre international. Et là-dessus, de ce que je vois, de ce qui se passe en fait dans la région et du comportement de la Russie vis-à-vis de ses voisins, il me semble qu'une façon de réinterpréter toutes ces guerres, donc on a énuméré 6, c'est peut-être de considérer qu'en tout cas sous Poutine, donc la première guerre tchétchénie, ça n'est pas concerné, la Russie pour moi est en guerre contre l'Occident. Alors, ce n'est pas une guerre c'est pas un conflit armé, mais de toutes les biographies qu'on peut lire de Poutine, de toutes les analyses du développement de la pensée stratégique russe, l'évolution des doctrines, etc., on sent très bien, on l'a entendu seulement en 2007 lorsqu'il l'a vraiment exprimé, Poutine, à la conférence de Munich. Mais en fait, on a des éléments qui montrent que dès 2000, dès 2001, ce monsieur était là, il n'était pas là par hasard, et il avait une mission, et cette mission, c'était de gagner une guerre contre l'Occident, enfin, d'entrer en guerre, mais avec tous les éléments que tu as rappelés aussi, de deniability, donc de ne pas avoir l'air d'y toucher ou d'en être, et en même temps, en utilisant des instruments que du coup, quand ils sont arrivés à nos yeux, on a communément placé dans la catégorie des instruments de guerre hybrides, faute de mieux pour pouvoir les analyser et les comprendre. C'est pour ça qu'on n'était pas dans cette guerre contre l'Occident. Aujourd'hui, tout le monde dit que la Russie et l'Occident sont en guerre, même si l'OTAN n'est pas partie au conflit. Et donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de remettre en perspective, disons, ces fameuses guerres que tu as évoquées, avec peut-être sous ce parapluie d'ensemble qui est que, visiblement, la Russie se considère en guerre contre l'Occident. Et c'est quelque part pas très étonnant si on fait abstraction de ce que nous, on a vu en parenthèse, la fameuse ère post-bipolaire, où on estimait que voilà, le monde était unilatéral et où il n'y avait plus de conflits historiques entre l'Est et l'Ouest. Or, finalement, pour les Russes, et en particulier pour quelqu'un comme Poutine, ces 10 années Yeltsin, c'était vraiment une parenthèse, et dans la continuité de la vision soviétique, en fait, l'URSS, la Russie post-soviétique, a toujours été en guerre. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais, mais peut-être il y a d'autres,
C'était juste une remarque, je ne sais pas s'il y a des... On a encore une demi-heure. Alors, est-ce que je, Mhm. Est-ce que je peux réagir ou Ouais, est-ce tout à fait. qu'on... est-ce que sur ce point-là, on peut rajouter des questions et comme ça, le maître pourra dire Du coup, je rajouterai aussi une question après. Merci. pauvre propos du peuple. Malheureusement, je ne peux pas contredire Anaïs, ça aurait été plus drôle, mais j'aimerais quand même rajouter un point qui est très intéressant pour moi, et on l'a vu à Prague récemment en CEFRES, lors du colloque sur les mobilisations conservatrices. Ce qui est passionnant, c'est que c'est une guerre contre l'Occident, mais contre un certain Occident. C'est-à-dire que Poutine a investi dans la National Rifle Association, le plus gros bâtiment civil à côté du Congrès à Washington, D.C. Il a manifestement des liens privilégiés avec M. Trump et des proches de M. Trump depuis très très longtemps. Et donc, c'est une guerre contre un certain Occident, tout particulièrement, et c'est une guerre au nom de la souveraineté. C'est un argument essentiel pour convaincre les BRICS et les autres, dont c'est le moteur. C'est-à-dire que lawfare, en fait, se résume à des arguments qui ne portent pas du tout sur la dimension du droit humanitaire ou autre. Ça porte exclusivement sur la priorité absolue à donner à la souveraineté des États. Et c'est comme ça que pour la Syrie, par exemple, on peut envoyer du gaz, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas un problème, c'est la souveraineté de l'État qu'on défend. On a la même chose en Afrique. C'est extraordinaire, les interventions de Wagner et les coopérations militaires officielles qui sont organisées au Mali et ailleurs. Alors, aucune prétention au respect d'aucune norme légale, sauf la souveraineté de l'État. Et ça, c'est, à mon sens, passionnant. Alors, ça va parfaitement dans le sens de ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est une dimension qui est importante à prendre en compte parce que pour ce qui est de la guerre hybride en termes idéologiques et de communication internationale, alors ça se sent très très bien. Et ça explique pourquoi la Russie va soutenir les gens d'extrême gauche et d'extrême droite à travers le monde entier. Donc des gens qui politiquement s'opposent, en apparence, et qui vont être tous soutenus par la Russie et qui vont lui rendre de façon très claire jusqu'au 24 février 22. Là, ça devient un tout petit peu plus compliqué, mais c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Si je peux me permettre, je crée juste un point aussi qui va dans ce sens sur la question des continuités ou disons de l'attitude russe. En fait, je me demandais quel serait votre commentaire, votre position par rapport à une idée qui en réalité qui vient d'un modernisme et qui me semble très, très pertinente en réalité parce que je reviens ici en fait à un ouvrage qui avait été écrit par André Berelovitch sur la noblesse russe au XVIIe siècle, donc, qui s'appelait Les hiérarchies des égaux, qui a été publié en 1995, si je me rappelle bien. Et en fait, ce qui est intéressant pour notre sujet ici, c'est sa conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa conclusion, il revient, en ayant analysé la société russe, c'est-à-dire la société des élites politiques russes, il revient un peu sur la composition de la Russie, finalement sur la structure de la Russie, il fait un parallèle avec l'époque actuelle. Et ce qu'il explique, en réalité, je reviens ici au début de votre exposé, quand vous avez dit qu'il y a une différence énorme entre l'Ukraine et la Russie, où l'Ukraine, c'est un pays démocratique, en tout cas un pays qui met en avant peut-être son identité nationale avec les Vyshevanki, alors que la Russie met en avant l'uniforme, c'est-à-dire ce bellicisme. Et alors, lui, il expliquait que justement, que peut-être ce bellicisme russe qui se retrouve justement, comme vous l'avez dit, Anaïs, qu'il y a, en fait, les années 90, c'était une parenthèse, mais en fait, il y avait déjà l'époque soviétique qui était avant, et avant, il y avait l'Empire russe, qui venait du fait que l'État russe, en fait, n'a jamais réussi à se réformer. C'est-à-dire qu'en fait, les structures administratives russes n'avaient jamais réussi à créer une véritable réforme, ce qu'en France, on a appelé la gestation de l'État moderne, un thème très cher aux historiens modernistes, mais aussi aux autres. Et comme c'est un État qui n'a jamais réussi à se réformer, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont gardé une structure quasi féodale avec des potentats locaux qui gardent des oblasts, qui gardent des villes, etc. Ils ont toujours eu besoin, au moins d'un point de vue symbolique, mais aussi finalement du point de vue du terrain, d'un expansionnisme pour augmenter leurs ressources. C'est-à-dire qu'en fait, pour que l'État puisse augmenter ses ressources et donc quand même avancer, grandir, etc., ils avaient besoin
de toujours mettre l'accent sur une expansion, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit militaire après, etc. Et donc, est-ce que, à votre avis, on est toujours dans ce paradigme-là d'une réforme administrative impossible qui justifierait cette étude de la Russie aujourd'hui, qui va toujours en dehors de ses frontières, en tout cas, qui est plus propice que les autres à aller au-delà de ces frontières reconnues internationalement. Voilà, donc c'était juste une remarque pour aller un peu dans le temps long. Alors, guerre contre l'Occident, oui. Depuis 2000, là, j'en suis moins sûr. Enfin, une chose, c'est la question, ce que Poutine pensait, et quel était son grand dessein, et là, peut-être oui. Mais surtout avec la guerre en Tchétchénie, surtout après le 11 septembre, il veut plutôt profiter du 11 septembre, et il en profite, et nous on en profite, je veux dire nous, l'Occident, pour se rapprocher de l'Occident, pour démontrer que la Russie également, elle fait partie de cette Global War on Terror, la guerre globale ou mondiale contre le terrorisme. Il dit, nous, on était les premières victimes de ce terrorisme, de ce fléau que vous, les pauvres Américains, vous, maintenant, vous en faites l'expérience. Peut-être qu'il n'était pas sincère, mais je veux dire, quand même, les premières années, surtout à cause du 11 septembre, c'est pas une guerre, c'est pas une guerre ouverte contre l'Occident. Après le 2001, il y a 3 dates clés, dont tu en as mentionné une, c'est Munich 2007, mais c'est bien avant, c'est la révolution orange en Ukraine en 2004, où Poutine a le sentiment qu'on lui a volé le pays, enfin, pas un pays, le pays, l'Ukraine. Hein. Et puis, c'est 2011-2012, donc les manifestations quand Poutine revient, quand il va revenir au Kremlin, les manifestations, les protestations qui sont soutenues verbalement, en particulier par Hillary Clinton. Et il semble que depuis ce moment, Poutine a une haine pour Hillary Clinton. Et notamment, il y en a qui disent qu'il soutient Trump. Et bien sûr, il y a des liens avec Trump. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est vraiment pas Trump qui l'intéresse pendant les élections de 2016, mais c'est Clinton. Qu'il n'en veut pas parce qu'il a cette haine de soutien pour les mouvements démocratiques en Russie. Mais en général, oui, bien sûr, il y a cette guerre, il y a des livres de Lucas là-dessus, il y a mais ce n'est pas une guerre au sens des opérations de combat pour le moment. Et oui, c'est une guerre contre un certain Occident, mais je pense que le mot-clé ici, c'est l'Occident uni ou divisé. Donc, c'est pas que Poutine adore l'extrême droite occidentale ou l'extrême gauche autant que telle. Il veut affaiblir, il veut diviser. Et n'importe quel instrument, n'importe quel sujet sont bons pour faire ça. La Russie a utilisé, par exemple, toutes les idées, toute la propagande contre la vaccination, avant le Covid et pendant le Covid. Et ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, l'extrême gauche, souveraineté, etc. Oui, non, je veux dire, ça, oui, d'accord. Avec l'extrême droite, oui. Non, mais je veux dire, l'idée clé, c'était de diviser les gens, c'était de leur faire croire qu'ils se font mentir par l'État, par les médias,
Et à la fin, c'était de propager les maladies, enfin, diminuer la résistance aux soins médicaux des populations dans les pays occidentaux. Si vous regardez la Russia Today, la RT ou le Sputnik, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on vous montre la vérité que les autres veulent cacher. Donc, c'est toutes les théories de complot pour que les gens ne croient pas dans leurs États. Et sur la souveraineté, encore une fois, ça a changé dans le temps. Surtout si vous prenez les deux cas dont on a parlé, Kosovo et Crimée. Kosovo, oui, souveraineté, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas touche pas aux frontières des autres. Mais avec Crimée, de fait, ça change un peu. Avec Crimée, Lugansk, Donetsk, cet attachement à la souveraineté, ça devient moins, ça devient plus flou. Et là, sur le bellicisme, Russie sans réforme, expansion. Je dirais que dans le cas de la Russie, très probablement c'est vrai. Mais je voudrais un peu retourner la question. Est-ce que ça veut dire que tout État non réformé ou non réformable est expansionniste? Je pense que non. En fait, oui, bien sûr, les États autoritaires, les États non réformés, un État, abstraction, un État non réformable serait probablement autoritaire. Les États autoritaires sont, dans la plupart des cas, plus agressifs que des États démocratiques. Mais quand même, ce n'est pas comme tous les États non réformables dans le monde, en particulier, je ne sais pas, en Afrique, en Asie, surtout des petits États postcoloniaux, qu'ils sont expansionnistes. Donc, c'est une chose très russe, je pense. Bien sûr, elle est étroitement liée à ce manque de réformes. Elle est étroitement liée au fait que la Russie est quelque part, n'a pas subi ce processus de modernisation. Et bon, moi j'ai fait des parallèles entre Tchétchénie et Ukraine et la façon de faire la guerre. Mais on peut trouver sur l'Internet des caricatures armées russes pendant la Première Guerre mondiale qui volent tout ce qu'elles trouvent. Donc, il y a certainement une sorte de continuité, mais on ne peut pas, je pense, l'expliquer seulement par ce manque de réforme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nous avons une question qui va vers le futur un peu. Mm-hmm. Et je ne sais Et pas. Anaïs a une deuxième. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est encore une remarque, désolée. Mais peut-être on peut prendre la Oui. question Peut-être la question en ligne. Oui, de l'avis du professeur, à quoi ressembleront les 10 prochaines années sur le plan politique, économique et social en Russie? Y aura-t-il des changements plus importants dans le cas de la politique militaire? Je ne suis pas prophète, malheureusement. Je veux dire, c'est un autre métier et ce n'est pas à l'université qu'on s'en occupe. Bon, on peut envisager très potentiellement 3 ou 4 scénarios. Un, Poutine reste au pouvoir jusqu'à 2036. 2, il se fait remplacer par quelqu'un assez similaire. 3, la Russie, la Russie devient un pays démocratique et moderne. 4,
la Russie n'est plus, car elle commence à se désintégrer. Je pense que les deux premiers scénarios, c'est pas 40% et 40%, quelque chose comme ça. Donc, avec Poutine qui reste là ou avec son successeur, qui arrive avant 2036, peut-être même le successeur qui met Poutine dehors, c'est plus probable que le Poutine 2036. De démocratisation et modernisation de la Russie pendant les 10 années à venir, non, je ne pense pas. Et puis, mais pour la désintégration, c'est une idée, un peu une idée fixe de la politique orientale de la Pologne depuis 1920. C'est la politique dite de prométhéisme. Donc moi, personnellement, c'est une idée qui me plaît beaucoup, mais je pense qu'elle est aussi peu probable, je ne dis pas impossible, mais aussi peu probable que la démocratisation de la Russie. Donc pour conclure, je pense que les changements seront plutôt moindres que très grands. Et ton remarque? C'est un petit peu lié, je ne connaissais pas la notion de politique du prométhéisme. Il y a, en effet, les scénarios, enfin, les exercices qui sont pratiqués comme à Wikistrat, où les Américains sont très férus de ce genre de planification, justement, de prophétie. Et dans la plupart des scénarios, dans la plupart des exercices, le scénario de la continuité prédomine, et on est assez résigné sur le fait que voilà, si ce n'est Poutine, ce sera son clone ou quelqu'un qui lui ressemblera beaucoup et qui ne sera sûrement pas prompte à démocratiser le pays ou à cesser de représenter une menace militaire pour ses voisins, notamment l'Ukraine. En revanche, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le quatrième scénario, celui de la désintégration. Et je crois qu'on l'observe tous les jours, en fait, à mesure que sur le terrain ukrainien, la Russie s'embourbe. Et le fait aussi, et ça fait le lien avec la remarque que je voulais faire plus tôt, concernant Wagner, en fait. Parce que la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que hormis l'armée russe, il y a plusieurs armées parallèles, des groupes paramilitaires. Wagner en est un. Ce n'est pas une compagnie militaire privée. On peut revenir dessus, mais le terme est mal choisi pour plusieurs raisons. Mais disons, on va dire un groupe paramilitaire armé, mais ce n'est pas le seul. Les Kadyrovtsi, c'est aussi une armée, une petite armée privée de M. Kadyrov. Et il y a une hypothèse qui est que à un moment insatisfait par le manque de résultats de Poutine dans cette guerre qui est quand même la sienne, qu'il a lancée, qu'il dirige avec les problèmes qu'on connaît, des roitelets locaux, et ça fait écho à ce qui s'est passé aussi quand même dans les années 90, vont se réveiller et avec ces petites armées privées à disposition vont se retourner contre le Kremlin, en fait. C'est la Bund, il y a quand même une histoire longue en Russie, et c'est un scénario qui est peut-être pas à exclure et qui est peut-être, nous, qui va nous continuer à nous donner du travail dans les années qui viennent, je pense, en tant que russologue, mais qui peut éventuellement peut-être régler une partie des problèmes. Bon, en tout cas, en termes de s'ils sont occupés en guerre civile entre eux, parce que ça va concerner aussi les Bouriates, ça va concerner les Chinois vont peut-être aussi s'impliquer, on voit qu'il y a des opportunités, n'est-ce pas, pour eux en termes d'acquisition territoriale dans l'Extrême-Orient. Donc voilà, donc, je veux dire, une évolution vers le chaos, à mon avis, n'est pas à négliger. Et chaque jour qui passe dans cette guerre, j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend pour peut-être pas en 2023, mais en 2024. C'est aussi un scénario possible. Et concernant Wagner, en fait, je me permets vraiment d'insister là-dessus. Le terme de compagnie militaire privée, c'est quand même, ça existe en droit international en particulier. Il y a même un rapporteur spécial de l'ONU
sur les mercenaires, sur l'usage du mercenariat. Or, le mercenariat est interdit en Russie comme dans d'autres pays. Et la réalité, c'est que il s'agit vraiment d'une armée privée. On se demande si c'est celle de Poutine. Enfin, probablement que celle de Poutine, c'est plutôt Rosgvardia. Mais du coup, si c'est l'armée privée de Prigojine, puisqu'il a quand même admis récemment que c'était lui qui l'avait créé, ce groupe paramilitaire, c'est une organisation supplétive, mais malgré tout, elle est armée en partie par le ministère de la Défense russe. Elle s'entraîne, les hommes sont entraînés dans des polygones, dans des installations de l'armée officielle russe. Les recrues, d'après ce qu'on apprend, c'est des informations qu'on reçoit au jour le jour, d'après ce qu'on apprend, les recrues sont en majorité désormais, en tout cas pour ceux qui opèrent en Ukraine, des prisonniers, des bandits, des criminels de droit commun. Ils vont aller prendre des têtes brûlées, et donc on va avoir une quantité, quand je parle du chaos, c'est que aussi, quand ces centaines de milliers d'hommes vont revenir du front, vont revenir en Russie, avec une expérience du terrain, et alors qu'on aura donc de facto libéré, on ne sait pas exactement combien, 20 000, 30 000, 40 000 criminels dangereux des prisons russes, il y en a beaucoup qui sont en train de laisser leur vie sur le terrain, mais ils ne vont pas retourner en prison. Parce que là, il faut faire de la place aussi dans les prisons pour enfermer les dissidents, n'est-ce pas, qui protestent contre la guerre. Donc ça crée quand même toute une situation où on peut avoir, donc, avec ces groupes paramilitaires, des conflits nouveaux, donc c'est une autre forme de guerre de la Russie contre elle-même, d'une partie des Russes pas forcément contre le régime, mais qui va faire qu'on va, à mon avis, il va persister un certain niveau de conflictualité. L'enjeu serait peut-être de faire en sorte qu'il soit limité en fait aux frontières de la Russie. Ce serait mieux qu'il reste en Russie plutôt que de s'exporter, comme on l'a vu en Afrique, ou de continuer à représenter une menace pour les voisins, Ukraine, Bélarus éventuellement, ou Pologne. Et pour compléter peut-être ce paysage politique russe, une petite question. Que pensait de Medvedev? Medvedev, non, je veux dire, c'est difficile d'en parler d'une façon sérieuse. De Medvedev, quand il était président, il y avait des forts espoirs à Washington, à Varsovie, d'un redémarrage des relations avec la Russie. Medvedev il est plus jeune, il semblait plus moderniste ou plus réformiste. Il y avait des gens qui, aussi en Russie ou dans l'administration russe, paraît-il, qui soutenaient ce courant, mais à la fin, il s'est avéré qu'il y a peut-être à Moscou un parti de Medvedev. Malheureusement, Medvedev n'en fait pas partie. Donc, il n'a jamais décidé d'essayer de reprendre à ses attentes, à ses espoirs. Puis, Poutine est revenu à Kremlin et Medvedev est devenu Premier ministre. Et puis, je ne me rappelle plus l'année, mais c'était il y a 5 ans, 10 ans, il a cessé d'être le Premier ministre. Et depuis ce temps, il semble de plus en plus frustré. Et ce qu'il dit à présent, c'est... Parfois, il a des opinions très extrêmes. Donc, au moins en partie, ça semble un élément, même pas de la politique intérieure russe, mais de sa politique privée. Il veut se faire entendre, il veut renforcer sa position, son rôle aux yeux de Poutine. C'est pourquoi il adopte très souvent, par exemple, envers la Pologne, des positions très extrémistes, mais bon, je n'attacherai pas une très grande importance à Medvedev. Et justement, vous ne pensez pas que Medvedev c'est aussi comme outil du Kremlin en disant justement
en déployant cet argumentaire très extrémiste, qu'il sert finalement à des négociations en disant on vous fait peur avec ces idées extrêmes et du coup on peut reculer après pour mieux négocier des choses, ce qui n'est pas en fait un outillage simplement pour Poutine pour essayer de se placer sur la scène internationale. Bon, je pense que ça s'applique un peu. Enfin, il y a tout un groupe des gens qui réalisent cette stratégie pour des raisons très diverses, pour mobiliser l'opinion publique russe, pour faire peur à l'Occident, etc. D'accord? C'est tous les principaux journalistes de la télé russe. C'était Zhirinovsky. Sauf que lui, il a une position officielle, donc c'est la différence. Il fait partie de l'appareil d'État. Oui, enfin, je suis en partie d'accord, mais dans son cas, il y a, je pense, également son trajet privé. Enfin, je ne dirais pas que c'est une personne tragique, parce que si vous avez des villas en Italie et tout ça, vous n'êtes pas une personne tragique, mais quand même politiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas... et c'est pour, je pense que ça a une influence sur ce qu'il dit. Sur le chaos, je suis, oui, enfin, c'est un cinquième, je dirais, scénario, d'accord, parce que c'est pas la désintégration au sens prométhéiste, je veux dire, selon les critères régionaux et ethniques. Mais oui, c'est un chaos potentiel. Et en fait, oui, enfin, quand on pense, il y a deux exemples qui me viennent à la tête, enfin trois. Un, c'est l'Afghanistan et la chute de l'URSS, bien sûr, à la fin. Mais les deux autres, c'est l'intervention de la Turquie en Chypre, qui a contribué d'une façon ou d'une autre à la chute du régime des colonels. Et bien sûr, c'est la guerre en 1982 entre la Grande-Bretagne et l'Argentine, qui a fait tomber le régime militaire en Argentine. Donc oui, la guerre perdue, elle affaiblit le régime d'une façon ou d'une autre, certainement. Et bien sûr, les gens dont tu parles, qui vont revenir après souvent avec les armes, avec le syndrome de le PSDT, oui, c'est un cinquième scénario qu'il faudrait ajouter à la liste. Et quelles armes? Parce que la question du contrôle des armements nucléaires. Non, je ne parle pas des armes nucléaires, je parle plutôt de ce qu'on va leur... Dans un scénario de chaos, on a aussi cette dimension, disons, que la menace nucléaire ne disparaît pas pour nous, voisins, dès lors que on aurait une anarchie et potentiellement des paramilitaires, plus ou moins liés au GRU, mais pas... Oui, mais ça c'est déjà l'argument qu'on nous a fait il y a 30 ans quand l'URSS n'était plus là, que personne ne contrôle les armes nucléaires. Je veux dire, je ne suis pas spécialiste au niveau technique des armes nucléaires, mais d'après ce que je comprends, c'est plus difficile que juste d'appuyer sur un bouton. Bien sûr, mais il y a quand même des endroits où les ogives sont situés, il y en a quand même des milliers. Donc c'est vrai. Si le gouvernement ne contrôle plus son territoire, on peut quand même... C'est vrai, mais quand même, moi, je craignerais plus les petites armes ou les armes classiques que les armes nucléaires. Les armes sales aussi. Il y a une chose dont on est sûr quand même, c'est que la circulation de matériaux fissiles et d'éléments d'armement nucléaire après la disparition du RSS... Et des experts. Mais ça va avec, c'est accentué. Ça a changé la donne en Iran, par exemple. Donc, il y a un effet de diffusion de la technologie par différents biais, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des gens comme la Corée du Nord, le Pakistan et d'autres qui peuvent accentuer cette circulation. Donc, la menace exposée par Anaïs a une vérité qui n'est plus la même que celle d'il y a 10 ou 20 ans, en fait. Oui, mais quand même, je dis pas si on est déjà arrivé à la question du conflit nucléaire, ce n'est pas le chaos dans un pays ou l'autre qui nous a fait peur, qui nous a fait entre peur,
de conflit nucléaire, mais c'est Poutine. Très centralisé et très ferme sur son pays, d'accord? Je veux dire, c'est l'année dernière, pour la première fois depuis plus de 30 ans, qu'on a réellement commencé de parler d'un conflit nucléaire. Et pas à cause de la faiblesse de la Russie, dans ce contexte-là, mais à cause de sa politique, de sa guerre en Ukraine. Donc, en ce qui concerne les matériaux fissiles, les experts, tout ça, la technologie, oui, pour l'usage des armes nucléaires, rappelez-vous, encore il y a une trentaine d'années, on craignait le terrorisme nucléaire, tout ça, ça n'est jamais arrivé. C'est trop, quand même, c'est trop risqué, c'est trop compliqué. Et dans ce contexte-là, je pense, j'espère, que dans le cas de la Russie en chaos, ce ne serait pas bien différent. Pendant des années, on a cru qu'une opération comme l'opération spéciale, parce que ça n'a pas été dit, mais ce n'est pas présenté comme une guerre. Oui, c'est une opération. Enfin, depuis quelques mois, ça change un peu. Dans les médias, on peut le dire, il n'empêche que toute personne qui n'est pas dans la ligne de Poutine et qui prononce le mot de guerre se fait arrêter. est poursuivie. Ouais. Donc, c'est quand même une nuance qui est importante. Il y a encore des gens qui disent que finalement, c'est une guerre, mais ce n'est pas vraiment une guerre. Les Russes disent toujours ah, mais on est tellement gentil avec les Ukrainiens, on pourrait taper beaucoup plus fort. Poutine va me dire on n'a pas encore commencé. Oui, Ça, donc, comment dire, il y a des tas de choses qui peuvent sembler impensables un jour et qui ne sont plus le lendemain parce que c'est arrivé. Et notre capacité à prévoir, moi quand je vois de Paris ou de l'Ouest, États-Unis ou Allemagne, ce qui s'est passé le 24 février, ça a quand même été une surprise incroyable. Une surprise incroyable. Et c'est passionnant, le seul pays où il y a un déni de surprise, pays que je connais bien, c'est la Hongrie. Ah oui. Et la Pologne, mais pour une autre raison. En Pologne, je rencontre des tas de gens qui me disent « je l'avais toujours dit ». Ils connaissent ce problème. Ah, ça, c'est facile. Et en Hongrie, c'est… En fait, rien ne s'est passé. Donc… On a des éléments qui tendraient à montrer que M. Orban aurait été informé. Loukachenko ne l'était pas, hein, mais Orban aurait été informé de l'intervention à venir et aurait eu une offre concernant les territoires. C'est intéressant. La Transcarpathie. Il y a d'autres éléments qui semblent dire le contraire au moins pour le 24 février. C'est que dans les jours qui précèdent, il a parlé à ses plus proches et ça finit par sortir. Et il a été totalement surpris quand c'est arrivé. Mais l'historien que je suis sait prendre son temps, donc il faut savoir rester serein. Moi, je participais à cette discussion, moi je suis comme Laurent, je m'occupe essentiellement du XXe siècle, du début du XXIe. Sur la surprise, oui, je suis bien d'accord, mais je veux dire, ça fait déjà quelques années que j'ai appris personnellement à ne plus être trop surpris de rien. Je veux dire, alors dans ce cas-là. Je veux dire, on vit dans des… Non, je veux dire, je veux pas être sarcastique, plutôt sérieux. Je veux dire qu'on vit dans une période si incertaine et troublée que depuis, je veux dire, personne n'a pensé en septembre avant que ça n'arrive. Donc, ce n'est pas un premier choc de cette taille qu'on a, je pense. Ça, c'est le premier point. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, ce que je voulais dire, c'est que pour le moment, moi, je ne crains pas, ou je crains moins l'usage des armes nucléaires en Russie dans le contexte du chaos russe, mais je crains plus l'usage des armes nucléaires russes par Poutine. C'est ce que je voulais… On parle des armes tactiques? Oui. Non, mais c'est pour préciser, parce qu'il y a plusieurs options. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et puis, sur qui était surpris et qui n'était pas surpris,
Dans le cas de la Pologne, c'est un peu le syndrome vous savez, de Sarah Connors de Terminator. Vous vous rappelez le film qui pendant des années, vous l'avez vu? Non. Il y a une femme qui dit qu'il y a des robots de l'avenir qui vont arriver, donc il faut ramasser des armes. Donc tout le monde lui dit, vous savez, écoutez, on la met même dans un hôpital psychiatrique, clinique psychiatrique, à la fin, il y a des robots qui arrivent. Et c'est un peu le problème de la Pologne. Enfin, là, c'est un peu humoresque que je dis, mais je veux dire, c'est un peu comme ça. Mais pour revenir aux choses sérieuses, je pense qu'il faut reconnaître, quand on compare le cas ukrainien, le cas polonais, qui sont très différents, mais quand même, il faut reconnaître la sagesse, je pense que c'est un bon mot, la sagesse des élites politiques de l'Europe centrale, en particulier de la Pologne, qui, il y a 30 ans, ont fait ce choix de l'Europe et de l'Occident. Parce qu'il y a 30 ans, si vous auriez dit, il y a la Russie qui va attaquer sous Yeltsin, de plein fouet l'Ukraine avec 2100 hommes, et on risquerait un conflit nucléaire, personne ne l'aurait cru. Et quand même, nos élites ici ont décidé de faire ce choix, de peur de la Russie. Et 30 ans après, ce choix s'avère très, encore une fois, très, très juste. Beaucoup plus juste, beaucoup plus raisonnable qu'il y a une trentaine d'années. Alors que les élites ukrainiennes, dans un contexte très différent, essayaient d'être amis avec tout le monde, ont signé sous pression le fameux mémorandum de Budapest, etc., avec les conséquences qu'on connaît. Nous aussi, on nous proposait une sorte de cross guarantees, croisées, oui, c'est ça. Non, croisées, garanties croisées. Et nous, on a dit, les Russes, on les avait déjà, merci, on en a assez. Donc, je veux dire, avec Sarah Connors, c'est pas trop sérieux, mais pour être plus sérieux, encore une fois, vous savez. Ce qui est sérieux dans cette affaire, et là je pense que c'est vraiment très sérieux, c'est donc ça montre une chose, c'est que la surprise, et puis on s'arrête après, la surprise pour moi est inférieure à ce qu'elle devrait être, parce que ce qu'a fait Poutine, c'est de dire ouvertement qu'on entre dans une période où la guerre devient un instrument tout à fait possible à utiliser en Europe, exactement comme sur n'importe quel autre continent. Et ça, c'est fait, on ne pourra pas revenir en arrière, et c'est très intéressant, parce qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de penser comme si on pouvait revenir en arrière. Et moi, ça me semble extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de gens qui se disent, demain, les Ukrainiens vont finir par signer une paix, on va un peu leur tordre le bras, et comme ça sera réglé. Et non, mais je ne dis pas que je le pense, moi je pense le contraire. Mais pour moi, la surprise, elle n'est pas ce qu'elle doit être. C'est ça la vraie question. C'est le fait qu'il y a légitimation de la guerre, y compris campagne de légitimation sur le plan international, et ça a plutôt bien marché. Parce que c'est une affaire entre trois Européens, ou l'OTAN, ou ce qu'on veut, enfin bref. Et là, il n'y en a pas question. Mais il faut qu'on s'arrête, parce que sinon, le monde des horloges. Oui. Et il faut malheureusement qu'on s'arrête là, et on ne va pas ouvrir cette grande question de l'énergie et du rapprochement entre Moscou et Pékin, sinon le petit déjeuner n'est pas encore offert. Mais pas à tout le monde, au moins. Seul à le petit déjeuner. Voilà, donc et voilà une autre question sur l'Afrique post-coloniale et le Proche-Orient comme levier que la Russie voudrait utiliser contre l'Occident, la crise alimentaire. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà, beaucoup d'aspects
qu'on n'a pas Géopolitique. abordé ce soir, c'est très Si vous, impossible. si vous faites inviter un expert, comme on en a parlé, on peut revenir à cette question. Oui, oui, oui. Donc, un grand merci à Andrzej et Merci. tout le public pour cette séance très stimulante. Et on se voit dans 15 jours, le 25 janvier, pour notre dernière séance de ce semestre avec monsieur le professeur Michał Krzykowski de l'Université de Silésie, qui, lui, va aborder l'aspect philosophique de la notion de sécurité. Donc, je vous invite déjà à cette prochaine séance et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci bien.